débat de l'année. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir M. Cyril Chiche, PDG de Lydia et PDG de Semeria, pour le thème suivant, sensibiliser les jeunes à l'importance de l'épargne. Je remercie le pôle conférence de GEM en débat, ainsi que le partenaire, GEM, Orésis, le CIC et le CIRFA. Je demande d'accueillir nos deux modératrices, Inès et Sarah, qu'on peut applaudir. Et Cyril Chiche. Bonjour à tous, le plaisir d'accueillir M. Cyril Chiche, PDG de Lydia et Semeria, des fintech majeures et les plus connus du paiement mobile. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est un thème qui est essentiel et qui concerne un peu notre génération, même beaucoup, l'importance de l'épargne. Dans un contexte d'inflation, de précarité étudiante, l'épargne est devenue essentielle et une forme de liberté et de responsabilité. Je vous laisse maintenant M. Cyril Chiche vous présenter. Merci. Merci, bonjour à tous. Merci de m'accueillir à Grenoble. C'est pas ma première fois ici. J'étais là il y a 2 ans déjà. C'est une école qui est chère à notre cœur. J'aime, avec qui on a un partenariat fort depuis maintenant, je pense presque 10 ans. Et donc voilà, ça fait toujours plaisir d'être là. Et effectivement, aujourd'hui, l'idée c'est de partager avec vous finalement de l'expérience sur ces sujets de gestion d'argent, de finances personnelles, comment je fais, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux faire, comment m'y prendre, sachant que l'idée du départ de celle qu'on a appelée le Semeria Money Tour 2025, c'est la volonté de transmettre au plus grand nombre quelque chose que j'ai fait avec mes 2 garçons qui ont votre âge, 23 et 19 ans. Et avec qui j'essayais d'avoir cette conversation au début un peu brouillonne et puis petit à petit de plus en plus structurée, jusqu'au moment où elle était suffisamment structurée pour que je me dise en fait c'est dommage de le garder que pour les 2. Même si entre temps il y avait quelques potages qui étaient venus à la maison, ça faisait quand même une audience qui était relativement limitée. Ils sont assez dans des potes mais pas non plus par milliers. L'idée cette rentrée c'est justement de présenter ces éléments-là dans plusieurs campus. On a la chance de le faire sur une quinzaine de campus dans différents types d'écoles à travers la France. Et évidemment, vos retours et vos questions vont permettre d'améliorer ça pour les projets. Ok, c'est parti. On va commencer avec des mauvaises nouvelles. Je suis désolé, il faut bien commencer quelque part. Et moi, j'ai choisi les mauvaises nouvelles pour commencer. Voilà. Mauvaise nouvelle. 22% des Français sont à découvert tous les mois, en moyenne à partir du 16. Je vois sur la tête de certains que visiblement ils se sentent faire partie de ces 22%-là. J'ai une plus mauvaise nouvelle encore. Dans votre classe d'âge à vous, chez les 18-30 ans, c'est 35%. Et pas une fois de temps en temps, tous les mois. Bon, autant dire que là, on parle d'une situation de départ qui est un peu embêtante, parce que c'est sûr que si on est à découvert tous les mois, le sujet de combien j'épargne se pose un peu plus difficilement. Hein, c'est un fait. Si on regarde une étude qui a été faite récemment pour l'OCDE, la Banque mondiale, on se rend compte qu'en fait c'est évidemment plus grave que ça quand on regarde au niveau mondial et quand on regarde chez les adultes. C'est 4 milliards d'adultes, 95% de la population adulte mondiale qui est financièrement vulnérable. Vraiment, ça fait peur. Et c'est seulement 5% qui sont finalement à peu près sereins financièrement. C'est pas beaucoup. Quand on parle d'épargne, donc on a 3 catégories. On a ce qu'on appelle surviving, donc c'est 75% de la population adulte qui a moins de 1000 euros d'épargne. Planning, entre 1 et 10 000. Et thriving au-dessus de 10 000. Vous voyez déjà que même thriving avec 12 000, bon, voilà. C'est pas tout à fait votre définition de la richesse absolue, j'imagine. Voilà. Mais on en est là. Ça, c'est la vérité.
On a 3 types d'épargne. Quand on dit d'épargne, on a 3 types d'épargne. Il faut garder ça en tête, on va en parler évidemment au fur et à mesure. On a l'épargne de précaution, c'est la base. L'épargne projet, celle qu'on va créer pour des projets qui sont identifiés. C'est intermédiaires, on sait ce qu'on veut faire, un voyage, une voiture, une moto, un ordinateur, des fringues. Et enfin, l'épargne long terme, c'est évidemment la plus importante, c'est celle qui permet de construire son futur. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire dans le milieu, ça veut pas dire qu'on peut tout faire dans le milieu. La bonne nouvelle, vous allez faire partie de la génération la plus riche de l'histoire de l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'individuellement, vous allez être tous parmi les 3% les plus riches de la planète. Non, c'est une question générationnelle. Cette génération qu'on appelle Gen Z, née entre 1997 et 2012, dont vous faites partie, va recevoir au fur et à mesure que le temps se déroule et que la génération des baby boomers tend à disparaître, des quantités colossales d'argent, et évidemment, la génération de baby boomers est une génération qui est très large en termes démographiques et qui a accumulé le plus de richesses de l'histoire de l'humanité. Très large, maximum de richesses, qui va se déverser au fur et à mesure du décès de cette génération sur une population qui est relativement limitée en termes de taille. Et donc si on regarde les États-Unis, on a une étude de Bank of America qui est récente là-dessus. Aujourd'hui, les possessions de cette génération Z, c'est 9 000 milliards de dollars, tout compris. Ça va se transformer en 34 000 milliards de dollars en 2030, 74 000 en 2040, et enfin 124 000 milliards de dollars en 2048 à la fin de la génération des boomers. En France, on estime que ça va être entre 7 et 9 000 milliards d'euros qui vont être transférés de la génération de baby boomers à la génération. C'est quand même une bonne nouvelle. Bon, au passage, ça va faire un peu de revenus fiscaux aussi, c'est pas si mal. Mais, une question pour vous, qui veut devenir riche dans cette salle? Et qui veut devenir pauvre alors? Ok. Bon, bah, tout le monde veut devenir riche, alors c'est bon. Les Français aussi veulent devenir riches, et voilà comment ils espèrent devenir riches. Ça a été publié il y a quelques jours dans Ouest de France. Les premiers en investissant dans l'immobilier. D'accord. Ça, c'est vraiment la réponse numéro 1. Donc, pour investir dans l'immobilier, il faut être riche. Donc, si tu veux devenir riche en étant riche, c'est une bonne manière, mais il faut commencer par être riche. La deuxième, on travaille beaucoup, ça m'a surpris, je trouvais que c'était une bonne nouvelle. 55% quand même, qui a un peu de lucidité. Juste après, en jouant au loto et aux jeux de hasard, bon, bah là, c'est carrément des gens qui veulent défier les statistiques et les probabilités. Les jeux de hasard ont été créés pour que les gens perdent, il faut le savoir. Sinon, la Française des Jeux ne générerait pas autant de bénéfices. En attendant un héritage, ça, c'est des gens qui doivent être au courant de cette histoire de grand transfert de richesse. C'est assez pertinent, effectivement, mais c'est pas pour tout le monde. Ça, il faut que vous voyez avec votre famille, quoi. Ou alors des généreux donateurs que vous pourriez aider dans leurs derniers jours, mais qui mettent maintenant. En devenant influenceur, bon, c'est pas incompatible en travaillant beaucoup. Il y a des influenceurs qui travaillent beaucoup, il ne faut pas croire. Ensuite, en investissant en bourse, ok, bon, on voit déjà qu'on n'est plus qu'à 14%, mais là aussi, il faut quand même avoir un peu d'argent pour investir en bourse. En investissant dans les crypto-monnaies, 12%, pareil, voilà. En épousant une personne riche, c'est ma préférée, c'est absolument la plus certaine. Là, normalement, c'est sûr qu'on va être bien. Mais c'est pas accessible à tous. C'est à peu près la même probabilité que pour la numéro 3, c'est-à-dire en gagnant le loto et le jeu de hasard. Faut bien tomber. On est sur quelqu'un qui est à la fois très riche, très généreux, avec qui ça va bien se passer pendant longtemps. Bon, c'est un pari sur l'avenir, quoi. Voilà. Et puis après, en créant une entreprise, 10% c'est pas beaucoup. Mais on va dire qu'il y en a beaucoup qui ont répondu en travaillant beaucoup, ça va ensemble. En devenant célèbre, là aussi, bon, un pari sur l'avenir, quoi. Il ne faut pas aimer les probas pour prendre ce chemin-là. On voit bien une décorrélation entre la richesse perçue et la richesse réelle. Quand on dit riche, on pense millionnaire, milliardaire,
tout de suite. Mais la réalité, c'est que riche, c'est pas ça. En France, riches, c'est des personnes, pas des familles, mais des personnes, donc des individus, dont les revenus mensuels sont supérieurs à 4 300 €. Voilà. On est loin des Rockefeller et des Rothschild. Et aisé, c'est celle dont le revenu est compris entre 3 100 et 4 300 €. Alors je me suis intéressé à savoir quel était le revenu moyen à la sortie de GEM. J'ai vu que c'était 55 000 €. C'était les plus récents que j'ai réussi à trouver. Et du coup, bonne nouvelle pour vous. Vous allez, normalement, si vous allez jusqu'au bout de cette affaire-là, et si vous arrivez à rester dans la moyenne des salaires de la sortie de GEM, immédiatement dans les catégories aisées ou riches du pays. Alors, pas nécessairement riches comme Kylian Mbappé, hein, ou comme certains influenceurs, mais riches au sens de la définition économique en France. C'est quand même pas mal. À moins que vous soyez dans le business d'acheter de vendre des sneakers, mais c'est rarement le cas. Il y en a, j'en connais, mais c'est pas, voilà, c'est pas toujours un bon business non plus. Donc évitez à tout prix les dettes auprès des proches, les crédits revolving, les découvertes sont la même chose, ou les crédits conso, parce que c'est à peu près les produits les plus chers du monde. Leurs taux sont complètement déconnants. Le taux moyen des crédits conso court terme, c'est à peu près l'usure, donc 21%. Je ne sais pas comment vous allez faire pour gagner 21% une fois que vous êtes embarqué sur un crédit à 21% en contrepartie, mais je ne pense pas que ce que vous allez acheter avec ça va vous rapporter 21%. Vraiment, il faut l'éviter. Il faut savoir que ces mauvais crédits-là, ce qu'on appelle les mauvais crédits, c'est une des sources principales de revenus pour les banques. À tel point, c'est tellement dégueulasse, qu'il a fallu légiférer il n'y a pas si longtemps que ça, pour dire que les frais sur les découvertes bancaires devait être limité par la loi à 80 € par mois. 80 € par mois. Bon. Et puis, dans la mesure du possible, il faut augmenter ses revenus, même modestement. Enfin, tout ce qu'on peut faire pour les augmenter un petit peu, c'est... Nous, ce qu'on peut faire avec Sumeria là-dedans, c'est la première chose, c'est vous donner un compte courant rémunéré. Alors oui, je sais, quand on n'a pas beaucoup d'argent, rémunérer, c'est pas bon. Mais bon. Pas beaucoup, plus pas beaucoup, plus pas beaucoup, c'est mieux qu'un compte payant et pas rémunéré. Compte gratuit et rémunéré, c'est mieux qu'un compte. Il faut qu'on parle 2 secondes de cette histoire de compte courant rémunéré. Pourquoi? C'est un immense scandale. Ça, vous ne savez peut-être pas, mais sur les comptes courants non rémunérés des Français, il y a 550 milliards d'euros non rémunérés. Et le compte courant Sumeria, c'est rémunéré à 2%, en laissant tomber les 4% des 3 premiers mois. Si tous les comptes courants étaient rémunérés à ce moment-là, ça fait 11 milliards d'euros de revenus supplémentaires pour les ménages français tous les ans. Donc on peut dire que ce n'est pas si intéressant que ça, mais on peut dire que 11 milliards d'euros de revenus supplémentaires pour les ménages, tous les ans, ça serait pas si mal. N'est-ce pas? Et on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi les banques ne le font-elles pas? Et bien, je vais vous donner la réponse. Parce qu'elles ne sont pas obligées de le faire. Et que c'est mieux de les avoir dans la poche que de les avoir dans la poche des clients. N'est-ce pas? Si vous étiez à la tête d'une banque, vos clients ne vous demandent pas de rémunérer leur compte courant, vous le rémunérez ou pas? On ne va pas vous embaucher chez Sumeria. Lui dit quoi? Non, bien sûr, non, moi je les garderai. Donc, ça s'en sortir là, les gars, il faut aider son prochain. Et donc, redonner du pouvoir d'achat en faisant quelque chose qui est normal dans quasiment tous les pays autour de nous, parce que oui, c'est normal dans tous les pays autour de nous, à tel point que ça a été jugé par la Cour de justice européenne en 2005 que c'était normal quand Caixa, qui est venu à la fin des années 90, la banque espagnole en France, a fait la même chose que la deuxième d'Espagne, c'est-à-dire rémunérer les comptes courants, ça s'est fait sauter à la gorge par les banques, l'État français et compagnie, évidemment, et donc ça a fini à la Cour de justice européenne, et c'est Caixa qui a gagné. Ça s'appelle l'arrêt Caixa. Ils n'ont pas dit qu'à partir de maintenant, c'était légal de rémunérer les comptes courants, ils ont dit que ça a toujours été légal. Voilà. Par ailleurs, pour que vous sachiez, autour de nous, les Allemands ont des comptes, certains ont des comptes courants rémunérés, ça existe aussi en Espagne, ça existe au Luxembourg, ça existe en Pologne, ça existe au Royaume-Uni, ça existe évidemment aux États-Unis, et donc voilà, on est des victimes. Après, les banquiers ont visiblement réfléchi comme vous, ils se sont dit, si
on peut ne pas leur donner tout bénéf. Vous devriez l'exiger. Et si vous ne l'exigez pas, ils vont continuer à ne pas vous le donner. Deuxième sujet, il faut comprendre les flux d'argent. Ce qu'on appelle un budget. Je sais, ça paraît des banalités énormes, hein, mais je ne sais pas qui en cours a déjà eu un cours sur les budgets personnels. Ever. Au collège, au lycée, ici, en prépa, partout. Zéro. C'est dingue. Qui a vu les dérivées secondes? Trop bien. Duquel vous auriez le plus besoin? Idéalement. À part ceux qui vont aller en finance de marché, donc ils ont vraiment besoin des dérivées secondes. Ok. Bon, bah, on a un problème. Ça s'appelle l'éducation financière. Et clairement, on n'en a pas. Zéro. On est non seulement en Europe assez bas en éducation financière, nous on est dans les plus bas pays de l'Europe pour l'éducation financière. Mais c'est normal que si on ne nous explique pas comment faire, ben on ne va pas le faire quoi. Ça ne va pas tomber du ciel. Pour autant, je suis sûr qu'on vous apprend à gérer le budget d'une entreprise comme Air France. Comptabilité analytique, machin et compagnie. Ça me rend d'où cette histoire quoi. Que je suis capable de gérer le budget d'Air France, mais je ne suis pas capable de gérer mes 3 sous à moi. Là, c'est pareil, c'est comme gagner au loto, il faut aimer les miracles. Mais normalement, les miracles, c'est pas dans les écoles de commerce, c'est à Lourdes. Il faut aller dans des endroits qui sont spécialisés là-dedans. Donc, comment ça marche un budget? C'est facile, c'est 3 choses. Combien rentre, combien sort, quand. Pas plus compliqué que ça. Si vous ne savez pas combien rentre, combien sort, quand, vous êtes bon pour être découvert. Mais 100% du temps. Pourquoi? Il y aura toujours une mauvaise surprise. Tous les mois, une mauvaise surprise. Au bout d'un moment, ça devrait plus être une surprise quand c'est tous les mois, mais bon, ça reste quand même une surprise à chaque fois. C'est un problème. On ne peut pas, quand on a votre âge, commencer déjà à être dans cette spirale de l'anxiété, de la dépendance à la banque. Ça ne marche pas en fait. Juste, il faut se battre. Il ne faut pas rester là-dedans. Et donc forcément, il faut rentrer dans une logique qui est, ok, je vais comprendre ces flux d'argent. C'est pas compliqué, c'est pas dangereux, c'est pas honteux, c'est pas tabou, c'est ma sécurité financière qui en dépend. C'est assez important quand même. Par ailleurs, ma sécurité mentale aussi. Ok, et donc, nous, ce qu'on a fait dans Sumeria, pour ceux qui l'utilisent, et pour ceux qui l'utilisent, vous pouvez quand même aller regarder, le principe, c'est que vous pouvez avoir des enveloppes. Comme des enveloppes papier. Vous avez déjà entendu parler de ce truc qui s'appelle du cash stuffing? C'est génial. Donc c'est à l'ancienne, mais à l'ancienne 1812. Je reçois mon salaire en cash. Quand j'arrive à la maison, je le coupe en enveloppe. Une enveloppe pour les courses, une enveloppe pour les enfants, une enveloppe pour la maison, une enveloppe pour va savoir quoi. Ok. Donc qui reçoit son salaire en cash aujourd'hui? Okay. Qui n'a pas des prélèvements automatiques? Personne. Ok, ça n'existe pas. Bon, super. Okay, ben, pour autant, vous allez avoir plein TikTok. Des gens qui trouvent maintenant que c'est vraiment le seul moyen de reprendre le contrôle sur son argent, c'est de refaire des enveloppes papier. En allant à la banque, retirer tout ce qui n'est pas des trucs qui vont être par prélèvement, des dépenses par prélèvement, et de les mettre dans des enveloppes en papier. Donc, ça y est, on est plus en 612. Ça suffit dans les conneries. Et à un moment, il faut se concentrer un tout petit peu. On a la chance d'avoir des technologies qui permettent de faire des choses un peu plus organisées que ça, un peu plus sécurisées que se trimballer avec du cash, le mettre dans des enveloppes. Après, je vais acheter quelque chose en ligne. Bon, bah alors là, ça y est, ça commence à rigoler avec les espèces, quoi. Non, c'est pas sérieux. Donc, on a organisé le core banking system de Sumeria pour pouvoir créer à la volée des enveloppes qui sont des vrais comptes avec des vrais IBAN et avec une carte qui peut dépenser de tous ces comptes. Dans chacun des comptes, vous pouvez définir un nom pour dire à quoi ça va servir, comme sur les enveloppes. Vous pouvez le créer et les jeter à la poubelle. Admettons que vous voulez acheter un vélo électrique, vous pouvez créer une enveloppe pour le vélo électrique. Une fois que vous l'avez acheté, vous allez le mettre à la poubelle. Comme une enveloppe papier. Quand c'est une enveloppe papier, exactement pareil. Sauf qu'évidemment, vous pouvez avoir des prélèvements, vous pouvez faire des virements, des paiements par carte, des paiements en ligne, tout ce que vous voulez, sans avoir besoin de vous mettre de cash caché sur votre table, parce que évidemment, c'est plus d'actualité. Et on est le seul à proposer ça au monde, pas qu'en France. Au monde. Pourquoi? Parce que c'est pour ça, on le fait pour ça, on le fait pour ça. Parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de reprendre le contrôle sur l'argent. Question. Mais il n'y a pas que ça. On fait aussi autre chose. On vous montre vos dépenses sous forme de calendrier. Non seulement les dépenses passées, mais aussi les futures.
Pourquoi? Parce qu'on arrive à savoir quelles sont les dépenses qui sont récurrentes, enfin très compliquées. Donc vous avez un prélèvement de Spotify tous les mois sur votre carte, bon, un note de Netflix, bon, un note de Orange ou de Free ou de va savoir quoi, ok, c'est pas non plus de rocket science aujourd'hui de faire un tout petit peu de data là-dessus et de se dire, ok, qu'est-ce qui correspond à des dépenses récurrentes. Et donc, avec ça, on peut vous aider non seulement à voir ce que vous avez dépensé, non seulement à voir combien vous avez dépensé, mais aussi combien il vous reste à dépenser. J'ai une question pour vous. Si le 25 du mois, il me reste 200 €, je suis bien ou pas? Très bien. Ça dépend de quoi? Ça dépend s'il y a encore des abonnements à payer, s'il y a des factures. Exactement, ça veut rien dire. Peut-être je suis bien, peut-être je suis à la cave. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'ai des prélèvements pour 500 € le 23. Voilà. Et donc, comprendre quand, c'est aussi important que comprendre quoi et combien. Donc, catégoriser, être capable d'identifier dans différentes catégories. Catégoriser aussi ce qui est fixe et ce qui est variable. Et aussi savoir quand, parce que sinon on n'en rien. Enfin, limiter les dépenses inutiles. Enfin, pas enfin, mais aussi limiter les dépenses inutiles. C'est quoi la dépense inutile? Typiquement, des frais bancaires, c'est inutile à votre âge. Vous n'avez aucune raison de payer un compte bancaire. Zéro. Je ne sais pas combien d'entre vous payent un compte bancaire, vous devez pas. Ne parlons pas des découvertes. Pour que vous sachiez à peu près le coût moyen d'un compte bancaire en France, tout frais confondu, c'est 22,19 € par mois. Par mois. Un vrai petit budget. Par mois. Là-dedans, il y a les frais de découvert et tout le tralala, bien sûr, regarde. L'ensemble des frais. Bien sûr. La question, je vais vous poser, qui sait combien il paye exactement de frais bancaires chaque mois, par an? Ok. Combien? Ok, à peu près la moitié. Un peu moins que la moitié. Combien? Ça c'est votre abonnement. D'accord. Mais si on n'est jamais au mois, c'est juste pour vous faire plaisir, parce que je vois que vous avez envie de me faire plaisir. Au mois de janvier, tous les mois de janvier, vous recevez un récapitulatif des frais de votre banque. Okay. Je vous invite à regarder ce mail ou ce message ou ce document que vous pouvez retrouver dans votre espace bancaire et vous voyez combien ça correspond. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu, il y a 60% des gens ici qui ne savent pas combien ici. C'est extraordinaire. Combien vous payez votre abonnement téléphonique? Tout le monde sait. Combien vous payez ici? Tout le monde sait. Combien vous payez Spotify? Tout le monde sait. Combien vous payez la banque? Bah ça va. C'est un truc, c'est un trou noir, la banque, on sait pas, quoi. Ils prennent un peu ce qu'ils veulent. Bah non. Non, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Par ailleurs, évidemment, on est dans une société où il y a beaucoup de choses qui sont payées par abonnement. Ou en tout cas avec des prélèvements récurrents et compagnie, il faut faire gaffe à ça. Il y a vraiment beaucoup de choses. On dit ok, je le prends, après je l'arrêterai, en fait je l'arrête pas. Ça c'est facile à identifier, hein. Justement, grâce à votre paiement récurrent qu'on identifie dans les calendriers, vous savez tout de suite, il revient tous les mois et il y a plein de choses peut-être qu'il faudrait soit voir comment le supprimer complètement, soit peut-être améliorer le coût, réduire le coût de cet abonnement. Puis voilà, rechercher les bons plans, éviter le gaspillage, par ailleurs ça donne des intérêts de limiter le gaspillage, c'est un peu... Et puis mettre un peu d'argent de côté, même quand on n'en a pas. Je vais vous citer plusieurs fois Warren Buffett. C'est un mec qui a assez bien réussi dans le pays. Il a 2-3 bonnes idées là-dessus, en tout cas ça vaut le coup d'écouter ce qu'il a à dire. Et lui il dit, n'économisez pas ce qui reste après avoir dépensé, mais dépensez ce qui reste après avoir économisé. Quel que soit ce que vous avez. C'est-à-dire quoi, la première chose à faire début du mois quand vous recevez cet argent, mettez un peu d'argent de côté. Quel que soit le nombre. Des fonctionnalités qui sont payantes, des summariens, ça coûte 2 € par mois pour les moins de 25 ans, qui permettent de mettre de côté un virement au début du mois, un arrondi sur les dépenses par carte, un jeu d'épargne à 2 € toutes les semaines. L'idée étant, c'est que ça va sur un compte qui a un compte réserve, qui est lui aussi rémunéré à 2% et qui est tout le temps disponible. Vous pouvez y avoir accès, c'est à une autre enveloppe. Ça a un gros avantage, ça permet de savoir qu'on est capable de le faire, ça permet de le faire de manière méthodique. Et petit à petit, en fait, je me rends compte que je peux en faire un petit peu plus et un petit peu plus. Hein. Mais vraiment, ça a une valeur folle de commencer et de le faire de manière systématique. Quand vous allez sortir de l'école, quand vous allez commencer à travailler, normalement, si tout se passe bien, vous devriez pouvoir passer dans la catégorie planning. Celle qu'on a vu au tout début, pour rappeler, 75 premiers temps, il y a déjà dans les meilleurs 25%, c'est déjà pas mal.
Et là, c'est le moment de commencer à bâtir cette sérénité financière. Au début, on a fait un peu de fondation, on a pris des bonnes habitudes, on a évité les grosses bêtises. Là, maintenant, on va commencer à rentrer vraiment dans la méthode de construction de cette sérénité financière, parce que c'est ça l'objectif. Ce ne sera pas d'être riche, vous serez déjà riche, selon les critères de l'économie française. Les riches et sereins sera toujours la même chose. On connaît des gens très riches qui ne sont pas du tout sereins. On connaît des gens pas très riches qui sont beaucoup plus sereins que des gens très riches. Donc la première chose à faire, c'est supprimer les dettes, si vous en avez. Pas les bons crédits, les mauvais crédits. Enfin, les dettes dont on a parlé tout à l'heure. Pourquoi? Les taux, c'est n'importe quoi, il y a des frais fixes quasiment systématiques, les fameux 80 € de capping. Ça, c'est, je ne sais pas si pour ceux qui ont déjà été à découvert, vous avez déjà reçu des lettres à... Vous avez dépassé votre autorisation de découvert de 1 €, et donc il y a un paiement qui s'est présenté, c'est 8 €. La lettre d'après, c'est 14 €, la lettre d'après, waouh. 1 € de dépassement, 15 € de frais. Voilà. Et il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que votre profil d'emprunteur futur se construit maintenant. Ou en tout cas assez tôt. Pourquoi? Parce que les banquiers vont regarder assez loin quand ils vont devoir vous prêter de l'argent. Est-ce que vous avez déjà été un mauvais payeur, un mauvais rembourseur de crédit? Et en France, on n'a pas le droit d'avoir beaucoup de fichiers, mais alors le fichier de crédit, d'incidents de paiement sur les crédits et d'incidents sur les cartes, je peux vous dire que celui-là, il est bien fourni, il remonte bien loin. Donc il y a une chose qu'il faut vraiment éviter de faire, c'est de se retrouver sur ces fichiers. Ça dure très long. Ça s'efface au bout de 10 ans. C'est un peu dommage. Il faut se fixer des objectifs. Ça fait un peu chic de citer Sénèque, mais c'est une vérité. Si on n'a pas d'objectif, c'est très difficile de se dire ben, je vais épargner juste pour le plaisir d'épargner, pour l'hygiène financière. Donc, dans cette étape-là, normalement, on essaye de se fixer 2 objectifs. Un à court terme, par exemple, je ne sais pas, je vais partir en vacances à cet endroit-là. Mon budget s'étend. Et un à moyen terme, pas trop loin. Parce que sinon, si je dis je vais épargner pour ma retraite, ouais, c'est ça, exactement. Il y a une chance que vous soyez assez rapidement attrapé par le One Life. Et One Life, c'est un peu l'ennemi de l'épargne, hein, on ne va pas se mentir. Voilà. Pour ça, il faut juste avoir des enveloppes séparées, ça peut être des livrets, ça peut être n'importe quoi, avec des supports qui sont... l'argent est disponible rapidement, ce n'est pas nécessairement immédiatement. Et où le capital est garanti, ça rapporte un petit peu. C'est pas grave, ça rapporte pas beaucoup. Ça peut être un compte rémunéré Sumeria, ça peut être un livret A, ça peut être des livrets bancaires. Enfin, l'idée, c'est vraiment... il ne faut pas, à cette étape-là, il n'y a aucun intérêt à faire le hedge fund manager. Vraiment pas. Pourquoi? Parce que normalement, on est dans une étape où on ne veut pas perdre d'argent. Suffisamment au début pour ne pas jouer à ce jeu-là. Et puis on va commencer à investir. Commencer à investir, ça veut dire commencer à s'intéresser et à comprendre ce qui se passe. Si on ne lit pas, si on ne cherche pas à comprendre, alors on n'investit pas, on joue. En termes de construction de sécurité financière, jouer, autant jouer quoi. Au moins, il y a le plaisir, vous allez au casino, il y a quand même un style. Non, mais en vrai, vous avez fait 3 clics sur votre téléphone pour acheter, je sais pas quoi, c'est pas non plus le truc le plus stylé de la vie. Vous allez aux courses, au moins, il y a un truc, quoi. Pas au PMU, là, aux courses. Non, mais au moins, dans le jeu, il y a du jeu, quoi. Jouer au poker, j'en sais rien, des trucs sont il y a un peu d'excitation, mais si c'est pour... c'est juste pour balancer un petit peu d'argent que vous allez avoir et voir ce qui retombe. Franchement, c'est un peu triste. Et évidemment, il faut éviter les conseils des gens qui ne payent pas. Vous connaissez l'expression, les conseillers ne sont pas les payeurs. Alors, dans l'investissement, c'est vraiment là où ça s'applique le mieux. Si vous voyez un gars sur TikTok, même si vous l'avez déjà vu dans un film d'action qui vous dit, ou dans un match de NBA qui vous dit franchement achète ce shitcoin, c'est génial, tu vas faire plus 58%. Probablement qu'il va être, lui il est payé pour ça, vous, c'est à vos risques de péril. Lui il est sûr de gagner, vous c'est un peu moins sûr. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, mais c'est comme les gens qui gagnent à l'euro million, ça peut arriver. C'est un peu moins sûr. Évitez aussi les conseils des potes.
Pourquoi? Généralement, ils n'en savent pas plus que nous. Donc, intéressez-vous vous-même à votre sujet qui est la construction de votre sérénité financière. Intéressez-vous sérieusement, où il y a des ressources qui sont hyper accessibles, bien faites, didactiques, par des gens sérieux comme l'autorité des marchés financiers, l'AMF, qui a un site très bien fait et qui donne plein d'informations intéressantes. Et puis, là encore, il faut investir de manière régulière, il faut investir de manière systématique, même si ce n'est pas vrai. Il vaut mieux faire 10 € tous les mois que de faire 100 € une fois. Pourquoi? Parce que 100 €, 120 € une fois, vous avez un risque de timing de marché. Et la probabilité que vous ayez les bonnes informations pour jouer au hedge fund manager, c'est assez faible. Assez faible. Il y a des gens qui ont ce genre d'informations. Je vous garantis, je vous vois là, je suis sûr que c'est pas là. Qui est-ce qui suit un peu les cryptos? Ok, vous avez vu ce qui s'est passé vendredi? Okay. Donc vendredi, Trump a annoncé des droits de douane avec la Chine. Ok, le Bitcoin qui était au maximum du maximum ever, 126 000 $, ça s'est effondré vers 108, 109 000, ok, en quelques heures, et ça a fait disparaître de valeur de marché. On était à 4100 milliards de valeur globale du Bitcoin, on est tombé à 3300 milliards. Ça a fait disparaître 800 milliards de valeur. Vous allez me dire, faire disparaître 800 milliards de valeur, c'est pas très grave, parce que de manière, c'est de la valeur virtuelle. Le mec qui a un Bitcoin, il a toujours son Bitcoin, quoi. Il en a toujours un. Il n'en a pas un moins X%. Il a toujours un. Ok. Ça a quand même fait perdre 20 milliards à des gens qui étaient leveragés. Ça, c'est bien fait. Il ne fallait pas être leveragé sur des trucs avec beaucoup de vol, comme le Bitcoin. Mais surtout, on a détecté quelque chose, parce que maintenant, la beauté des cryptos, c'est quand même, on a une trace de toutes les opérations de manière assez instantanée. Un wallet qui a été créé sur la plateforme Hyperliquid, qui a acheté des positions short. Donc des positions short, c'est de la vente à découvert d'un actif. Je dis, ok, je suis prêt à te le vendre 10% de moins que ce qu'il vaut aujourd'hui. Évidemment, il y a plein de gens qui se jettent dessus, et je peux en émettre comme ça beaucoup. Qui évidemment, ça s'est fait 30 minutes avant les annonces de Trump. Une fois que ça a été annoncé, que ça a dégringolé, petit à petit, gentiment, ils ont liquidé les positions short, donc ils ont effectivement acheté les bitcoins pour les vendre à un prix bien plus élevé que le cours du bitcoin, mais les gens qui ont engagés, ils ont acheté en face. Résultat, 200 millions de bénéfices en quelques heures. Et ensuite, toutes les positions ont été soldées, le wallet a été fait. Ok. C'est quoi la probabilité que vous soyez dans cette configuration? C'est quoi la probabilité que vous soyez en face, d'après vous, si vous achetez au moment, juste en essayant de timer le marché? Très probablement beaucoup plus élevé. Les gens qui travaillent dans les salles de marché, dans la salle de management, disent quelque chose qui dit don't try to catch the falling knife. N'essayez pas d'attraper un couteau qui est en train de tomber. Ah non, mais là je vais acheter, j'achète I buy the dip. J'achète le truc quand il est en bas. Mais comment on sait quand il est en bas? T'es insider trader ou... Ah non, mais c'est mon pote qui me l'a dit. Non, j'étais dans le taxi, le mec du taxi il m'a dit, ah non, j'ai vu un mec sur TikTok. Pas toucher à ça. En fait, il ne faut pas faire des intelligents avec des trucs qu'on maîtrise pas. De manière générale. Ça ne vaut pas que pour les investissements. Et donc, investir de manière régulière, qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Averaging, ça permet d'éviter les timings de marché, ça permet d'éviter la peur, ça permet d'éviter le FOMO, ça permet d'investir de manière sereine. Et quand ça baisse, j'en ai plus pour mon argent. Quand ça monte, ça monte. Okay. Et puis, il faut commencer tôt. Il faut commencer tout de suite. Tout de suite. Pourquoi? C'est les intérêts composés. Vous connaissez les intérêts? Qui connaît les intérêts composés ici? Okay. C'est pas beaucoup. Ça devrait être 100%. Albert Einstein disait c'est la 8e merveille du monde. On ne sait pas s'il a vraiment dit, mais on dit qu'Albert Einstein a dit à peu près tout, c'est un peu comme Winston Churchill, si vous ne savez pas qui l'a dit, c'est un des deux. Mais pour autant, c'est des vrais sujets. On a un compte d'investissement dans Sumeria qui nous permet d'investir dès 10 € pour du régulier et dès 1 € sur des milliers d'actifs, y compris sur des ETF obligataires qui permettent de produire des dettes, d'État par exemple, de sommes. Comment ça marche
quand on a de la discipline et quand on a des intérêts composés, je vous ai fait quelques petits calculs pour que vous voyez ce délire des intérêts composés. C'est la première chose que j'ai expliqué à mes enfants avant tout le reste. Non, je vais commencer par là, il ne faut pas dépenser plus que ce qu'ils ont, mais après, le deuxième truc, c'est les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est vraiment de la magie. C'est pas de la magie, c'est des maths. Ok, les intérêts composés, ça veut dire que quand vous percevez des intérêts, vous allez les garder, ils vont même produire des intérêts. Donc si vous mettez 2000 € aujourd'hui sur un placement à 5%, voilà ce qui va se passer. Si on garde un an, on est d'accord qu'on a 100 €. On est bon sur ces maths-là? Ouais, 5% sur 2000 €, un an, c'est bon? Ok, 100 €. Donc, comme ça, s'il n'y avait pas les intérêts composés, au bout de 5 ans, j'aurais 500 € d'intérêt. D'accord? Mais là, pour moi, c'est que j'ai 552 €. Donc, c'est déjà 10% de mieux. Pas mal, 5 ans. Okay. Si on attend 10 ans, au lieu d'avoir 1000, j'ai 1257. Là, on est déjà à 25% de mieux. Au bout de 20 ans, j'ai 3300 au lieu de 2000. Donc là, on est carrément à 60% de mieux. Et au bout de 25 ans, j'ai 4772 au lieu de 2500. On est presque au double. Okay. Ça, c'est des intérêts composés tout seuls. C'est déjà pas mal. C'est déjà assez magique. Mais si je rajoute à ça de la discipline et qu'au lieu de mettre 2000 € et de plus toucher à rien, et donc au lieu d'essayer de, on va dire, je ne vais pas tailler les marchés, tous les mois, je suis capable de mettre 100 € de côté. Ok, je les mets dans un placement sûr à 5%, 40. Au bout de 5 ans, j'aurai mis 6 000 €. Je vois que vous faites le calcul dans votre tête. C'est bien. Mais j'aurais généré 836 € d'intérêt. Et ainsi de suite, quand je continue comme ça, j'arrive à avoir 29 000 € d'intérêt au bout de 25 ans. Donc en fait, on voit bien que la discipline de 100 € par mois, elle est peut-être plus facile que de trouver 2000 € tout de suite. Et en vérité, dans votre situation, 100 € c'est de plus en plus facile à trouver moralement. Tout se passe. La trajectoire de professionnel va faire que 100 € c'est de plus en plus facile à trouver. Et donc idéalement, plutôt que de 100 € tous les mois toute votre vie, vous allez pouvoir mettre 100, puis un jour 200, puis un jour 300, puis un jour 400. Ok, c'est ça qui rend les gens riches. Les professionnels de l'investissement, à part les hedge fund managers. Pourquoi? Parce que les hedge fund managers sont des gens qui disposent de quantités exceptionnelles de données, qui sont crunchées par des gens qui sont les plus brillants prix Nobel d'économie qui existent, qui travaillent pour ces hedge funds, et qui, en plus de ça, utilisent des algorithmes de trading à très haute fréquence pour timer le marché ou à la milliseconde. Ok. Si vous n'êtes pas un hedge fund manager, ne faites pas le hedge fund manager. Faites comme Warren Buffett. Passons maintenant à quelques années plus tard, fast forward, 5-10 ans d'expérience, vous devrez être dans la partie thriving. Tout se passe bien. Si vous avez fait à peu près ce dont on a parlé avant. Et maintenant, il faut investir dans votre futur. C'est là qu'on construit le patrimoine qui va durer pour toute la vie. Vraiment pour toute la vie jusqu'à la fin. Donc la première chose, c'est évidemment qu'il faut diversifier ses investissements. Ça évite de limiter les risques quand on parie sur un seul actif, parce que ça peut avoir des problèmes. Ça permet de bénéficier des avantages des différents produits. Il y a des produits qui sont cycliques, d'autres qui sont contracycliques. L'or, c'est l'exemple le plus connu de produits contracycliques. Ça monte quand les actions baissent, généralement. C'est un cas qui n'est pas tout à fait général, mais généralement, ça fait ça. Ça permet de construire des revenus passifs et actifs pour le futur, notamment dans une perspective de la retraite. Je sais, c'est un gros monde, mais ça existe. Et probablement pour vous, ça ne sera pas payé par l'État. Donc, si vous pensez que ça va rester comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à que ça arrive à vous, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que la démographie ne va pas vous aider. Autant ça vous aurait aidé pour les histoires d'héritage, autant pour la retraite, ça va être moins bien. Donc voilà. Il ne faut pas croire que les hormones possèdent, il ne faut pas faire le hedge fund manager. Et donc, la question qui se pose, c'est dans quoi investir. Je dois réfléchir en fonction d'un certain nombre de critères. Combien j'ai d'épargne, quel horizon pour cet investissement, quelle est la liquidité dont j'ai besoin, quel est le niveau de risque que je suis prêt à accepter, et puis qu'est-ce que j'attends comme rendement. Et on a vraiment beaucoup de classes d'actifs pour investir. On a en plus des véhicules pour investir dans ces classes d'actifs. Par exemple, avec un PEH, je peux investir dans des actions. Par exemple, avec une assurance vie, je peux. Donc, on ne va pas descendre tout ça, mais c'est intéressant de s'intéresser à ça pour vous comprendre qu'est-ce que je peux utiliser et à quelle fin. Je ne sais pas tout pour faire la même chose. Pas du tout. Donc, si
si on regarde les rendements à 5 et 15 ans de ces différentes classes d'actifs, et même on est dans un truc un peu plus détaillé, cette source c'est l'Institut pour l'épargne et l'investissement immobilier et financier. Ils font une étude qui est intéressante. Tous les ans, ils publient un regard sur les 40 dernières années. Donc c'est glissant. Alors, et ce que vous voyez là, c'est que sur les rendements annualisés, que ce soit sur 5 ans ou sur 15 ans, on se rend compte que l'assurance, le fonds euro assurance vie, c'est un désastre. Alors, quelle que soit la longueur de rendement que vous regardez, c'est n'importe quoi. On se rend compte que le livret A, c'est pas ça qui va vous rendre riche. On se rend compte que les obligations, c'est bien, mais bon, en gros, ça perd de l'argent. On se rend compte que finalement, ce qui est à peu près toujours en tête, c'est les actions et l'or sur des longues durées. Et vous pouvez regarder 2024, vous pouvez regarder 2022, vous pouvez regarder les longues coups, vous auriez vraiment une vue 40 ans à chaque fois de 10 ans, c'est assez intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter que des actions? Non, on a dit qu'il faut diversifier. Il faut acheter que de l'or? Non, il faut diversifier. Mais pour autant, ce qu'il faut savoir, c'est que plus de la moitié des actifs des Français sont placés dans des supports au rendement nul ou chroniquement inférieurs à l'inflation. Parce que là encore, c'est pas de l'inflation, c'est nul. Donc, compte courant, 550 milliards, 0. Livret A, 350 milliards, largement moins l'inflation. L'assurance vie, c'est le plus grand désastre, 2000 et quelques milliards, dont la plus grande majorité dans des fonds euros, moins que l'inflation. Ok, alors vous croyez que vous investissez, en fait, vous êtes juste en train de regarder votre argent en compte. Oh, bien. Super plan. Si en plus vous faites ça sur du long terme, alors là c'est magique. Là on sent bien qu'on est vraiment dans la bonne perspective. C'est ça qu'il faut faire pour avoir sa sérénité financière et se construire vraiment un patrimoine sur lequel on va pouvoir avoir des revenus. Il faut vraiment garder un truc en tête. La première chose qu'il faut faire, il faut battre l'inflation. Si vous ne battez pas l'inflation, vous n'êtes pas en train d'investir, vous êtes en train de perdre de l'argent. Et si c'est pour perdre de l'argent, franchement, profitez-en. N'ayez pas l'impression d'investir. Regardons le S&P 500, qui est l'indice principal américain. On voit bien que si on regarde sur une période assez longue, là, on voit c'est à peu près 40 ans de truc, ça a beaucoup monté. Donc on voit bien aussi qu'il y a des crashs catastrophiques. Il y a des années où ça a perdu 40%. Donc il faut pouvoir le perdre, 40%. Donc si vous le faites pour du timing, ça va être catastrophique comme actif. Même si on voit bien qu'à 5 ans c'est ce qu'il y a de mieux les actions, qu'à 15 ans c'est ce qu'il y a de mieux. Mais ça veut dire qu'il faut le faire de manière méthodique, on parlait de dollar cost averaging, de manière systématique. Comme ça, quand ça perd 40%, pour 100 euros, vous en avez plus. Et sur l'ensemble de la courbe, en fait, vous aurez la moyenne de la courbe. Et la moyenne de la courbe, c'est ça qui fait les 11%. Mais si vous voulez jouer au sorcier, là, il y a un risque que vous tombiez dans les moins 40%. Et ça, c'est mort. Donc, il ne faut pas jouer avec ces choses-là quand on a besoin d'argent tout de suite. Il faut jouer quand on le met pour longtemps. Pareil avec l'or. On voit bien que c'est contracyclique. Ça a monté en 2020 quand le S&P était à la cage, parce qu'il y a eu le Covid. Alors, on voit bien, il y a eu ce gros crash qu'on voit là, le dernier gros crash qu'on voit du S&P, c'est 2020. Et on voit bien qu'à ce moment-là, l'or, c'était RS. Donc, c'est contracyclique. Bon, là, depuis quelques années, on a quelque chose qu'on a rarement vu dans l'histoire, c'est l'or qui monte en même temps que les actions. J'avais la chance d'être à la conférence Techstars de JP Morgan à Londres en début de semaine dernière. Il y avait Jamie Dimon, le patron mondial de JP Morgan Chase, qui était là, qui disait « Je pense que ça va durer encore entre 6 mois et 2 ans. Attendez-vous à un gros crash. » Il a raison, il a tort, ça ne coûte pas cher de le dire. Mais là, si ça ne se passe pas, il s'en fout, mais il gagnera plus. Et si ça se passe, on dira « T'es un génie. » Bon. Mais dans les faits, c'est une corrélation qu'on a rarement vue, donc il faut le savoir, il y a quand même des gros crashs, on le voit là aussi. Le Bitcoin ou les autres cryptos sérieuses, genre Ether, c'est pareil. Il peut y avoir des envolées extraordinaires, il peut y avoir des crashs fantastiques. Si vous avez besoin de l'argent dans les 2 prochains jours, surtout évitez les actifs avec de la volatilité élevée, ça inclut les actions. Si vous construisez pour le long terme, c'est une classe d'actifs qui est intéressante comme immeuble. Il ne faut pas avoir peur.
C'est pas pour les 5 prochaines minutes. Peut-être que ça va gagner les 5 prochaines minutes, mais si vous voulez être sûr dans les 5 prochaines minutes d'avoir un peu plus d'argent qu'aujourd'hui, il ne fallait pas que ce soit vendredi dernier. Ensuite, une fois qu'on a diversifié, il faut optimiser les rendements. Donc, ça veut dire qu'il faut évidemment aller chercher des actifs où il y a un peu plus de risque, parce que où il y a un peu plus de risque, il y a un peu plus de rendement. Il faut regarder des périodes longues, il faut s'intéresser au rendement plus long, on l'a vu juste avant. Et puis, il faut limiter les frais qui amputent la performance. Dans tous les services financiers, il n'y a pas de produit où il n'y a pas de frais, ça n'existe pas. Toujours. La question, c'est quel frais et quand. Nous, par exemple, sur Sumeria, dans les fonds d'investissement, il n'y a que des frais d'entrée-sortie. Vous achetez, par exemple, un contrat sur action, vous allez payer 0,50%. Quand vous allez le vendre, 0,50%. Il n'y a rien au milieu. Vous les gardez 20 ans, ça coûte 0. Okay. On l'a vu, ce qui fait la beauté, ce qui crée l'argent, c'est les intérêts cumulés. Si jamais vous payez des frais tous les ans, ça mange la perte. Il vaut mieux payer 1% à l'entrée, 1% à la sortie, que 10% cumulé, que 10% de frais annuels. Que 0,10% de frais annuels. Si vous construisez dans la vie. Pourquoi? Parce que les 0,10, ils vont manger votre perte tous les ans et du coup, les intérêts composés ne vont pas se composer. Ça fera un gros écart. C'est facile de trouver des simulateurs d'intérêts composés en ligne, il y en a plein. Je vous invite à jouer avec ça, vous allez voir, c'est édifiant. Et enfin, il faut posséder sa résidence principale. Je le sais, ça fait un peu vieux con, mais en même temps, je suis dans mon rôle, quoi. Voilà. Pourquoi? C'est presque gratuit. Ça paraît fou. Pourquoi c'est presque gratuit? Si vous ne possédez pas votre résidence principale, vous allez payer un loyer. Le montant du loyer, c'est une part significative du remboursement du crédit. Mais ce n'est pas que ça. En fait, les crédits IMO en France sont à des coûts très faibles. Même dans les années les plus folles, où il y avait des taux de crédit IMO à 10, 12, 14% dans les années 70, qu'on voit, c'est la courbe rouge qu'on voit sur le graphe là. Et la réalité, c'est que l'inflation était elle aussi très très haute, de fait que la courbe violette, qui est la courbe des taux nets de l'inflation, est rarement au-dessus de 5%, elle est même parfois négative. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le rendement moyen du logement en France sur 5 ans ou sur 15 ans, c'est 5%. Alors ça veut dire que ce crédit, en fait, est un crédit plus que gratuit. En valeur actualisée. D'accord? Net de l'inflation. Plus que gratuit. C'est extraordinaire, non? Il ne faut pas être timide. Ça marche pour la résidence principale, ça marche aussi pour l'investissement locatif. À toute fin utile, ça marche un peu moins bien pour les résidences secondaires. Il n'y a pas de revenus et vous n'aurez pas payé. Et ce que vous auriez payé pour aller en vacances, c'est sûrement nettement moins que ce que va vous coûter le crédit. Mais ça, c'est un achat plaisir, c'est un autre histoire. À moins que vous la louiez, là, ça devient un investissement locatif. Voilà, j'ai presque fini. Avant de finir, je vais vous laisser avec les 4 conseils de Warren Buffett, qui était millionnaire à 30 ans, milliardaire à 56. Il ne serait pas arrivé si tôt que ça, il n'a pas gagné au loto, mais il a construit ça et qui est depuis plus de 20 ans maintenant dans les 10 personnes les plus riches du monde. Il dit dépensez moins que ce que vous gagnez, voilà, c'est logique. Investissez votre argent avec bon sens, sans panique ni excitation. Malheureusement, c'est souvent ce qui guide les investissements, parce que ce n'est pas des investissements, c'est du jeu. Restez patient et discipliné, et pour finir, laissez faire la magie des intérêts composés. Voilà. Je ne peux pas dire mieux que ça, franchement. Et surtout, il y a beaucoup plus de track record que moi là-dedans. Voilà. Maintenant, c'est à vous d'agir, d'agir rapidement, sans attendre, pour construire petit à petit, pas à pas, jour après jour, pour être, en plus de cette bonne première étape que vous avez déjà fait en étant là, de construire cette sérénité financière pour aujourd'hui, pour demain.